Bienvenue dans la semaine en France. Nous allons prendre le temps de revenir sur les faits marquants de ces derniers jours dans le pays. Au chapitre justice, l'ouverture de ce procès hors norme à Avignon. 4 mois d'audience, 51 suspects jugés pour viol aggravé sur une femme. Son nom, Gisèle Pellico. Son mari l'a droguée avant de la livrer à ses bourreaux. Une actualité beaucoup plus légère ensuite, nous irons à Deauville. Le 50e festival du cinéma américain est ouvert et tapis rouge pour Michael Douglas, invité d'honneur pour cette édition. Mais de la politique, d'abord, il se dit ouvert à la participation de gens de gauche dans son futur gouvernement. Une équipe qu'il n'a pas encore formée, pas de programme encore précis, mais Michel Barnier promet déjà une déclaration de politique générale dans quelques semaines. En attendant, le chef du futur gouvernement s'entretient ce week-end avec deux anciens de ses prédécesseurs, Elisabeth Borne puis Édouard Philippe. Benjamin Delambre nous en dit plus. Au lendemain de sa nomination, Michel Barnier, entouré d'un imposant cortège, s'est rendu il y a 1 heure à l'Élysée pour déjeuner avec Emmanuel Macron. Au menu notamment la constitution du futur gouvernement. Entre les deux hommes, de premiers échanges au cours desquels le nouveau Premier ministre entendrait montrer sa différence. Il l'a dit lors de son arrivée à Matignon, il faut attendre à du changement sur le fond comme sur la forme. Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, et nous allons davantage agir que parler. Ce matin, Michel Barnier a reçu Gabriel Attal, déjà de retour à Matignon, mais aussi les ténors de la droite, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez en tête. Ce dernier a mis en avant les thématiques du travail, de la sécurité et de l'immigration comme condition de participation au gouvernement. Bonjour messieurs, comment ça se passe ? Les discussions, elles sont amenées à se poursuivre. Pour l'instant, rien n'est décidé et c'est en fonction de ce programme que les décisions seront prises. Michel Barnier doit bâtir une majorité capable de voter des textes à l'Assemblée nationale, notamment sur l'épineuse question du budget. Y parviendra-t-il ? Le Rassemblement national indique qu'il ne s'opposera pas par principe au futur gouvernement. Nous ne serons pas la force politique qui mène la France dans le mur en nous opposant systématiquement à tout et en faisant le chaos. La CGT, elle, dit redouter les premières mesures sociales du gouvernement Barnier. Ce qui nous inquiète, c'est les positions passées de Michel Barnier sur les questions sociales. Nous attendons donc des clarifications d'urgence sur la question de la réforme des retraites. Nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites. Les consultations se poursuivront pour Michel Barnier, qui recevra dimanche Édouard Philippe. Et on accueille sur ce plateau Hélène de Commer. Bonjour à vous Hélène. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Slate.fr. Vous avez suivi toute cette semaine cette actualité politique selon son évolution. C'est donc désormais chose faite. Après plus de 50 jours de vacances, un Premier ministre a été choisi par le Président de la République. Un Premier ministre ancré à droite. Qu'est-ce que ça dit ça de la future politique menée par le gouvernement ? Oui, Michel Barnier, c'est un ancrage manifeste à droite dans le choix d'Emmanuel Macron. C'est un gaulliste, un conservateur. Il a fait toute sa carrière dans les partis de droite. On avait vu déjà l'évolution du macronisme qui était censé débuter un peu sur les deux jambes, ou ni de droite ni de gauche, ou un peu de droite, un peu de gauche. Au fil du temps, ça s'était quand même beaucoup droitisé. Là, cette fois-ci, c'est un ancrage manifeste. On l'a vu dans la première intervention de Michel Barnier vendredi soir, première intervention télévisée. Le premier thème qu'il a mentionné, c'est l'immigration, avec la volonté d'arrêter les flux migratoires vers la France. Et puis ensuite, c'était la revalorisation du travail, la dette, et seulement après, la question des services publics. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les services publics, il doit justement aller visiter un hôpital. Ce sera son premier déplacement. Un mot aussi, Hélène, autour du style de Michel Barnier. Est-ce qu'il est proche ou très éloigné du président de la République ? Alors, c'est vrai que sur le fond des sujets, a priori, il n'y aura pas beaucoup de différence entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Ils vont être à peu près raccord. Sur le style, en revanche, il y a quand même deux manières de faire de la politique différentes. On sait Emmanuel Macron très centralisé, jupitérien, très solitaire aussi, pour ne pas dire isolé dans sa pratique du pouvoir. Michel Barnier, c'est quand même plus un homme de terrain. C'est un Girondin aussi. Il a un ancrage savoyard très fort. Et il est un peu plus conciliateur. Il prête plus d'attention, si ce n'est de respect, aux corps intermédiaires. Ça, c'est sa pratique européenne aussi, de commissaire européen qu'il a appris
appris à composer un peu avec les différentes forces en présence. Donc peut-être que dans la manière de faire de la politique, il y aura quand même une petite différence entre le style d'Emmanuel Macron et celui de Michel Barnier. L'autre différence aussi, c'est que Michel Barnier a tenu à faire savoir que le Premier ministre allait gouverner, donc à marquer une certaine distance. C'est vrai qu'avec un Gabriel Attal, par exemple, on était plus dans la filiation, voire la communication élyséenne. Jusqu'à très peu. Oui. Michel Barnier tient à montrer un peu plus son indépendance. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Michel Barnier avait placé comme priorité la maîtrise de l'immigration, c'est le terme employé, la sécurité aussi, deux thématiques très chères à l'extrême droite. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, ça, de l'influence de ce parti sur la politique qu'il mènera ? De toute façon, le Rassemblement national avait un peu une position d'arbitre dans la désignation du Premier ministre, puisqu'il conditionnait son droit de censure à qui serait nommé. Et puis Jordan Bardella, Hélène, qui dit aujourd'hui que la politique ne se fera pas sans eux. Voilà, et que Michel Barnier devra intégrer les thèmes du Rassemblement national. Donc ils sont quand même en position très surplombante. Alors peut-être que Jordan Bardella en rajoute un peu quand il dit « rien ne pourra se faire sans nous », mais ils ont ce pouvoir-là, cette sorte d'épée de Damoclès quand même, de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Donc ça laisse présager quand même une plus grande peut-être intégration des thèmes du Rassemblement national, et c'est d'ailleurs ce que dénonce la gauche en disant que cette nomination de Barnier, c'est l'alliance du macronisme, de la droite et de l'extrême droite. Et puis, ce qui a marqué aussi l'actualité en France, Hélène, et vous l'avez sans doute suivi aussi pour votre média, c'est ce procès hors norme qui s'est ouvert cette semaine dans le pays. Sur le banc des accusés, un homme, l'époux de Gisèle Pelicot. Près de 50 années de vie commune, la mère de famille a subi au moins 200 viols. Sans le savoir, elle a été abusée par son propre mari, qui l'a droguée, puis invité des hommes à venir la violer. 51 suspects, tous comparaissent aussi devant la justice. Face à eux, cette femme, Gisèle Pelicot. Et Hélène, elle tenait à ce que ces audiences se tiennent en public. Elle a refusé le huis clos parce qu'elle a voulu lever le voile sur ce que l'on appelle désormais la soumission chimique. Tout à fait, oui. Elle a dit pour moi le mal est fait, mais je parle pour les autres. C'est ce qu'elle a dit quand elle-même a témoigné à la barre ce jeudi publiquement. Elle refuse le huis clos pour que cette affaire connaisse un écho médiatique, un écho sociétal. Elle veut faire la lumière sur cette pratique de la soumission chimique et ce qu'elle entraîne. Elle n'est pas seule dans ce combat. Il y a sa fille qui mène aussi cette volonté de médiatisation autour de la soumission chimique. Nous avons reçu aussi chez nous à France 24. Elle a publié un livre, elle donne des interviews, elle a monté une association. Et c'est vrai que là, c'est le procès des accusés, mais un peu plus largement, l'écho que ça a aussi, c'est faire connaître la soumission chimique, peut-être l'inclure dans les détections potentielles quand il y a des choses inexpliquées. Les médecins aussi peuvent en prendre compte. C'est vrai que cette femme était suivie par le corps médical, elle était suivie par des médecins pendant des années et il n'y a jamais eu de suspicion de soumission chimique. Cette piste-là n'avait jamais été explorée au regard de ce qu'elle pouvait déclarer comme... Voilà, ni dans des analyses toxicologiques, ni quoi que ce soit. Merci beaucoup Hélène, merci d'être passée par nos plateaux ce samedi. Elles aussi ont voulu briser le silence. De nouveaux témoignages accablants portés par 17 femmes. Des accusations d'agression sexuelle commises par l'abbé Pierre dans les années 50 à 2000. Des révélations qui s'ajoutent à celles rendues publiques mi-juillet par le mouvement Emmaüs. La fondation Abbé Pierre annonce vouloir changer de nom. Explication signée Thomas Cuny. Elles sont 17. 17 nouvelles femmes à briser le silence et accuser l'abbé Pierre, portant à 24 le nombre de victimes identifiées depuis le début de l'été. Au fil des pages, les faits sont décrits de harcèlement sexuel, d'agression et de viol, uniquement sur des femmes. J a dû assister à des masturbations de l'abbé Pierre et a été forcé à réaliser des fellations. L'abbé Pierre l'aurait également fouettée ou se fouettait devant elle avec une ceinture. Des agissements sur des bénévoles, des salariés et même des enfants. X a subi des contacts sur son torse, des baisers forcés alors qu'elle avait 8 à 9 ans. Les faits ont eu lieu à plusieurs reprises. Des accusations dont avait eu connaissance l'abbé Pierre de son vivant. Dans une lettre envoyée en 2005, alors âgé de 93 ans, il avait répondu à une victime. Si un jour il m'est arrivé quoi que ce soit qui ait pu vous faire un mal, je vous demande de le pardonner. Ces révélations provoquent une nouvelle onde de choc dans la communauté Emmaüs.
À la sortie de ce centre de Toulouse, certains craignent que l'image de l'association soit ternie. On continuera quand même à venir, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même grave. Il faut savoir faire la part des choses et réagir par soi-même, avoir ses propres pensées et voilà. Ça discrédite un peu, mais en vrai de vrai, on ne peut pas enlever quand même que Emmaüs, c'est une très très bonne chose. La Fondation Abbé Pierre, elle, annonce vouloir changer de nom et fermer définitivement le lieu de mémoire à Esteville en Normandie, où l'abbé Pierre est enterré depuis 2007. Une décision saluée et partagée par le maire de la commune. On aura le même courage que le mouvement Emmaüs pour prendre les décisions qui s'imposent. Je ne crois pas que l'école puisse encore s'appeler le groupe scolaire Abbé Pierre. D'autres témoignages, parfois anonymes ou incomplets, ont été reçus lors de cette enquête, mais aucun ne permettra d'aboutir à un procès pour ces faits, l'abbé Pierre étant décédé. Ouais, plus léger du cinéma américain maintenant avec le Festival de Deauville. C'est en ce moment et jusqu'au 15 septembre, avec un invité exceptionnel de cette 50e édition, l'acteur Michael Douglas. Invité d'honneur, Michael Douglas, célébré pour l'ensemble de sa carrière. Habitué de Deauville, l'acteur est venu déjà 4 fois et c'est ici même qu'il a rencontré sa femme Catherine Zeta-Jones en 1998. La soirée a continué avec la projection en avant-première du film Lee Myler de Helen Curas avec Kate Winslet. Le programme de cette 50e édition est chargé. 14 films en compétition avec des styles très différents qui vont du western au film d'horreur. Des masterclass, des documentaires sur la société américaine et des avant-premières comme notamment le Beetlejuice de Tim Burton et le Megalopolis de Francis Ford Coppola. Enfin, sur le tapis rouge, on devrait retrouver Francis Ford Coppola, Nathalie Portman et pour clore le festival, Claude Lelouch présentera son dernier film. Finalement, 10 jours intenses de projection pour près de 60 000 festivaliers. Ainsi s'achève votre magazine. Merci à vous. RFI et France 24 présentent Toute la vie politique française est dans Mardi Politique. Face à Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière, une personnalité répond en direct à des questions directes. Mardi Politique, votre rendez-vous avec l'actualité politique française, à écouter sur RFI et à voir sur France 24. En Inde, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, de nombreux médias sont accusés d'avoir des politiques éditoriales biaisées au service du pouvoir. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. #BrandModi. Propagande à la gloire d'un seul homme. आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि. हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं. Même quand le Premier ministre ment, les médias publient tel quel, sans contradiction ni vérification. Journalistes mis sous silence. Les policiers ont bloqué l'accès aux médias. Au bout d'une semaine, je ne passais plus à l'antenne. Liberté d'expression en danger. Jusqu'où ira la guerre des médias indiens? Reporter, à voir sur France 24.